Donc voilà, on va maintenant commencer avec une introduction. Donc, je m'appelle Sophia Babou, je suis membre du comité exécutif du Sierra Club Québec. Donc bienvenue à tout le monde. Merci de participer à notre 6e et dernier webinaire de l'année organisé par le Sierra Club Québec. Notre organisation va fêter ses 15 ans cet automne. Elle fait partie de la grande fondation Sierra Club Canada. Donc la mission du Sierra Club Québec, c'est de protéger, de restaurer le patrimoine naturel de la région et tout en affirmant les droits et le leadership des peuples autochtones en tant que gardiens de la terre. Voilà, donc maintenant on va plonger vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui. Donc je vais commencer avec une introduction. Notre époque, elle connaît vraiment un niveau de mobilité humaine sans précédent. Donc sur les 7 milliards d'habitants de notre planète, plus d'1 milliard se sont déplacés à l'intérieur ou à l'extérieur de leur pays d'origine. Donc ça fait une personne sur 7. Et cette mobilité, c'est le résultat de plein de facteurs différents qui sont liés les interdépendants. Donc, il y a la pauvreté, les disparités entre le nord et le sud, les conflits, les besoins en main-d'œuvre, etc. Mais aussi, donc, ce qui m'amène à ce webinaire, les facteurs environnementaux, en particulier les catastrophes naturelles et les changements climatiques. Mais ce type de migration est vraiment, en réalité, très peu connu. Ça a vraiment des grandes conséquences sur la mise en place de mesures pour y faire face. Par exemple, on peut penser à des mesures sécuritaires comme la fermeture des frontières qui sont mises en place au lieu d'aide humanitaire. Quelques informations avant de commencer le webinaire sur ce type de migration. Quand on parle de réfugiés climatiques ou de migrants climatiques, entre guillemets, donc en général, on parle de toutes les personnes qui doivent migrer à cause des impacts des changements climatiques. Il peut y avoir des impacts soudains et brutaux comme des ouragans ou des impacts plus progressifs comme la hausse du niveau des mers. Mais vraiment, ces migrations, donc quelques informations clés avant de débuter. Elles ne sont pas du tout exclusivement contemporaines, ça c'est vraiment important. L'environnement a toujours été un facteur historique de la distribution de la population sur la planète. Les populations ont toujours été attirées par des conditions climatiques favorables, comme vous le savez tous. Autour de 45 000 ans, c'est pour cette raison que l'Europe s'est peuplée ou que la région du Nil a été peuplée par rapport à la fertilité du sol. Plus récemment, on peut penser aux tempêtes du Dust, appelées les Dust Bowl, dans les années 30 aux États-Unis, avec l'immigration de milliers de personnes vers la Californie à cause de la sécheresse et des tempêtes de sable. Donc voilà, si les conditions environnementales sont un facteur principal qui explique les déplacements de populations historiques, ça paraît logique que les dérèglements climatiques vont affecter la répartition de la population de la planète aujourd'hui. Et aussi, à l'inverse, contrairement aux idées reçues, la plupart des migrants donc climatiques, mais ça, pareil pour les autres types de migrants, se déplacent majoritairement à l'intérieur des frontières de leur pays. Et les migrations sont majoritairement de courte distance. Donc les gens vont chercher à se relocaliser le plus proche de l'endroit qu'ils ont dû quitter. Il n'existe pas encore non plus de consensus sur une estimation du nombre de déplacés en raison du climat, ni sur une méthodologie. Donc, il faut faire attention aux chiffres qui sont diffusés dans les médias ou dans certains rapports qui annoncent des millions de réfugiés climatiques dans le futur. Je reste brève là-dessus dans l'introduction, mais je pense que mes collègues vont en parler aussi. Et pour finir, il n'y a pas de protection dans le droit international. Le statut de réfugié dépend de la Convention de Genève de 1951 qui ne comprend aucunement les causes environnementales ou climatiques. Mais pourtant, les changements climatiques donc, mettent particulièrement à mal les personnes qui sont déjà vulnérables, les plus pauvres, celles qui dépensent des ressources ou des écosystèmes pour leur subsistance. Et surtout, ces migrations représentent une grande injustice. Donc, on parle de justice ou d'injustice climatique parce que ce sont les pays occidentaux, historiquement les plus pollueurs, qui ont le plus émis de gaz à effet de serre, qui sont les plus responsables des changements climatiques. Et pourtant, ils en subissent le moins les conséquences. Et surtout, ils ont tendance à fermer leurs frontières aux réfugiés, refusent d'entendre parler de statut de réfugié climatique, etc. Donc voilà pourquoi c'est important pour nous d'en parler. Donc voilà pour cette introduction. Maintenant, je vais laisser la parole à Maëlle Permal qui va animer cette conférence. Donc Maëlle Permal-Darly est candidate à la maîtrise en sciences politiques, profil relations internationales à l'Université du Québec à Montréal. Ses intérêts de recherche sont orientés autour de la gouvernance des migrations, des enjeux liés à la sécurité internationale et des défis d'accès aux droits humains. Et dans le cadre de sa maîtrise, elle rédige actuellement un travail dirigé qui porte sur l'influence des politiques migratoires européennes sur l'accès aux droits des enfants migrants non accompagnés. Donc merci encore à toutes et à tous d'être là et je te laisse la parole, Maëlle.
Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présents. Donc, Sophia a déjà bien introduit le thème d'aujourd'hui. Je voulais simplement ajouter que c'est particulièrement pertinent d'aborder le thème des migrations dans le contexte actuel de la pandémie. Parce que la pandémie, je pense, vous le savez, a entraîné la mise en place de beaucoup de mesures restrictives, que ce soit la fermeture des frontières, des aéroports, la militarisation des frontières aussi. Et ces mesures strictes, elles entraînent des conséquences négatives sur les migrants climatiques et non climatiques qui sont exposés, enfin qui peuvent être exposés à plus de dangers lors de leur parcours migratoire et que ça exacerbe vraiment leur vulnérabilité au niveau sanitaire, au niveau économique et au niveau de l'accès aux droits. Donc ça a des conséquences non négligeables sur leur mobilité parce qu'ils sont doublement vulnérables en subissant à la fois l'incidence négative de la pandémie et puis celle aussi du changement climatique. Donc aujourd'hui, on va écouter trois différentes présentations de nos trois chercheuses. La première, c'est Sarah Munoz. Elle est candidate au doctorat en sciences politiques à l'Université de Montréal. Sa thèse, elle porte sur l'immobilité climatique et elle cherche à comprendre les manières dont l'État et l'industrie pétrolière influencent l'adaptation au changement climatique en Louisiane, aux États-Unis. Et ses recherches portent également sur les enjeux culturels, idéologiques et institutionnels des mobilités climatiques. La deuxième intervenante, donc, c'est Sophia, qui est chercheuse, Sophia Babou, qui est chercheuse en résidence à l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Elle travaille sur les migrations, les frontières et les murs frontaliers à travers le monde. Dans le cadre de sa maîtrise, elle s'intéresse à la géopolitique des changements climatiques et à la relation entre environnement et migration en Afrique de l'Ouest. Et elle est également membre donc, du comité exécutif du Sierra Club Québec. Et enfin, pour finir, Christina Daskiewicz, qui travaille au sein de l'équipe de l'Institut environnemental de Stockholm depuis décembre 2019, entre autres sur les questions de mobilité, immobilité humaine dans le contexte de catastrophes et de changements climatiques. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit international des ressources naturelles et de l'environnement de l'Université d'Islande et elle a travaillé sur les enjeux de déplacement dans le contexte de catastrophes et de migration environnementale au sein de la plateforme pour les déplacements liés aux catastrophes, au sein du Conseil norvégien pour les réfugiés et à l'Organisation internationale pour les migrations. On va entendre les présentations et je vous propose que l'on garde les questions pour la fin. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Sarah. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Est-ce que c'est bon? Vous voyez le bon Oui. écran? C'est bon. Ok, super. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup aux organisatrices de cet événement qui, je pense, est très intéressant. Aujourd'hui, je vais vous faire une sorte d'introduction un petit peu au champ des mobilités environnementales pour poser un petit peu les bases. Je vais d'abord vous présenter un petit peu ce que c'est les migrations climatiques ou ce qu'on appelle les migrations climatiques. Puis, je vais vous parler un petit peu des enjeux liés à leur étude ou à leur quantification. Et enfin, je vais vous donner trois exemples pour illustrer la variété des mobilités et de l'adaptation au changement climatique aujourd'hui. Donc, déjà, les migrations climatiques, c'est quoi? Donc, il n'y a pas vraiment de définition qui fait consensus de la migration climatique parce qu'il n'y a pas un type de migration. Dans la recherche, on commence plutôt à utiliser le terme de mobilité climatique pour désigner des mouvements de population, mais aussi des non-mouvements, des immobilités qui seraient liées au changement climatique et aux enjeux environnementaux. On distingue du coup les mobilités des migrations parce que la migration réfère aux migrants et c'est un terme qui est un petit peu réducteur et qui ne reflète pas la diversité des formes de mouvement, mais aussi des personnes qui se déplacent. Donc là, j'ai mis une définition d'auteur qui appelle à utiliser le terme de mobilité climatique, justement, parce que ça permet de rendre compte des multiples formes des mouvements liés au changement climatique. Mais bon, en général, on s'entend quand même pour dire que les mobilités climatiques ont une composante environnementale. Celle-ci peut prendre plusieurs formes. Ça peut être lié à des enjeux rapides et soudains comme des ouragans, ou plutôt lents et cumulatifs comme par exemple des sécheresses ou l'élévation du niveau de la mer. On entend souvent parler de deux choses dont Sophia a parlé également, c'est les réfugiés climatiques et les migrants climatiques. C'est des termes qui sont assez sensationnalistes, souvent repris dans les médias,
pour accentuer l'urgence des changements climatiques parce que ça joue beaucoup sur les émotions et sur cet engagement de la responsabilité de l'Occident. Mais c'est pourtant des termes qui sont assez problématiques pour plusieurs raisons. D'abord parce que le réfugié climatique n'existe pas légalement. Et donc, utiliser le concept, ça sous-entend un petit peu qu'il y a un fondement juridique et que ça va les aider. Mais personne ne peut demander l'asile, en fait, pour des motifs environnementaux. Et donc, le réfugié climatique n'existe pas. Et ça pourrait même être contre-productif de les appeler ainsi, parce que ça associe la cause des déplacés de l'environnement à des enjeux migratoires plus classiques qui ont déjà leurs propres enjeux et leurs propres défis. Donc finalement, c'est un terme qui est assez flou et qui est utilisé à tort et à travers dans les médias. Par exemple, pour donner un exemple, il y a une communauté autochtone en Louisiane aux États-Unis qui va être localisée à quelques dizaines de kilomètres de leur lieu d'habitation. Ils sont souvent appelés les premiers réfugiés climatiques américains. Mais c'est très sensationnaliste parce que finalement, ça ne veut rien dire. Au-delà du motif d'asile qui doit être basé sur la persécution humaine, un réfugié, c'est quelqu'un qui traverse une frontière pour demander l'asile dans un autre pays. Donc, ça n'a aucun sens de parler de communautés qui se déplacent à l'intérieur d'un pays comme des réfugiés. Et donc, c'est important de se questionner un petit peu sur l'intérêt qu'a l'utilisation de ces termes dans les médias, notamment parce qu'on sait que ça a un impact sur l'opinion publique et que dans un contexte de montée de la droite anti-migration, on doit s'interroger sur les conséquences que peuvent avoir ces termes-là sur la protection des personnes qui sont impactées par les mobilités climatiques. Le deuxième problème, donc on parle souvent de migrants climatiques lorsque la vie d'une personne n'est pas directement menacée, disons, par un ouragan, mais qu'elle va quitter son lieu d'habitation impacté par les changements climatiques de manière à éviter des impacts futurs. Donc on les distingue des réfugiés en supposant que le réfugié il est forcé de partir de manière abrupte et que le migrant a un certain choix dans sa décision de quitter. Mais cette idée de choix, elle est problématique parce qu'elle est différente pour tout le monde. Donc, prenez par exemple quelqu'un qui décide de migrer vers une ville parce que les changements climatiques ont impacté les conditions agricoles de sa région et qu'il devient difficile de travailler sa terre. On va le considérer comme un migrant parce qu'il part volontairement en quête d'opportunités économiques. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler cette décision de partir un choix? Il y a un certain degré de contrainte qui est associé au changement climatique et donc faire une distinction entre le réfugié et le migrant basé sur s'il est forcé ou non de partir ne prend vraiment pas en compte tous les effets directs mais aussi indirects des changements climatiques sur la vie d'un individu. Et donc, c'est une distinction qui est assez artificielle, de mon point de vue, au moins en termes conceptuels, et donc qui n'est pas très utile pour comprendre tous les enjeux de mobilité climatique. Ça nous amène à réfléchir à mon deuxième point, qui est lié à l'étude des migrations climatiques. Donc, au départ, lorsqu'on a commencé à s'intéresser aux migrations climatiques, c'était surtout pour mesurer et quantifier le nombre de personnes qui allaient se déplacer. Donc, les chercheurs faisaient des estimations en fonction du nombre de personnes habitant un territoire et un événement climatique ou alors les prévisions des changements climatiques à l'époque. Donc, par exemple, dans les années 80-90, on estimait que les régions côtières seraient inondées et que ça conduirait au déplacement de 3 milliards de personnes d'ici 2050. Mais c'était des estimations, des prévisions qui étaient assez simplistes parce que ça supposait que phénomène environnemental égale déplacement. Et donc, on a commencé à essayer de nuancer un petit peu ça en montrant que certaines migrations vont se faire déjà à l'intérieur des pays, comme l'a dit Sophia, d'autres entre les pays, et aussi que beaucoup de personnes vont en fait être immobilisées. Et donc, c'est tout là l'enjeu de l'étude des mobilités climatiques, c'est qu'on ne peut pas supposer que la dégradation environnementale va nécessairement un déplacement, parce que la capacité des gens à répondre à un certain problème climatique varie selon plusieurs facteurs. Déjà, selon le type de phénomène climatique, est-ce qu'on parle d'un ouragan ou est-ce qu'on parle de périodes de sécheresse qui s'intensifient? Si ce sont des phénomènes lents et cumulatifs comme la montée du niveau de la mer, comment savoir quel sera le tipping point ou le moment où, ça y est, les gens vont vouloir ou vont devoir partir? Souvent, c'est lié à des conditions individuelles comme la richesse, le réseau social, l'attachement à la terre, etc. Et donc, c'est compliqué de dire que tel enjeu climatique va nécessairement déplacer X nombre de personnes
parce que c'est difficile d'estimer les impacts à long terme par rapport à la capacité des gens à y répondre. Mais c'est aussi difficile d'isoler l'aspect environnemental des déplacements et donc d'affirmer qu'une migration, elle est particulièrement climatique, surtout dans le cas en fait, des changements environnementaux qui sont lents et cumulatifs, comme la montée du niveau de la mer, parce que ça peut interagir avec plusieurs conditions. Donc souvent, les changements climatiques ont un effet sur un ensemble de choses ou de structures. Donc par exemple, l'acidification des océans pour entraîner une perte de ressources de poissons, qui va entraîner une insécurité alimentaire pour les communautés qui sont dépendantes de la pêche de subsistance. On peut aussi penser à l'érosion des côtes, qui peut entraîner une salification de la terre, donc le sel qui pénètre les sols, qui va nuire à l'agriculture, qui pourrait là aussi entraîner une insécurité alimentaire. Et donc, la capacité des personnes à répondre à ces enjeux-là va varier énormément. Donc, par exemple, dans le cas de Kiribati, l'érosion des côtes dans les atolls a entraîné beaucoup de migrations vers l'île capitale de Tarawa, à cause justement de la montée du niveau de la mer et de l'érosion qui a entraîné une salification des sols et une insécurité alimentaire. Mais du coup, cette migration vers l'île capitale, elle a aussi créé des enjeux au niveau sanitaire, à cause de la surpopulation, mais aussi économique à cause du manque d'emploi. Et donc, finalement, la migration des personnes de Kiribati vers l'Australie ou la Nouvelle-Zélande dans ces conditions pourrait en fait être attribuée à plusieurs facteurs économiques, sociaux, environnementaux. Donc, on voit que les déplacements sont souvent multifactoriels et qu'il est difficile parfois d'isoler la composante purement environnementale. Donc, de manière concrète, la majorité des déplacements se font à l'intérieur des pays, pour l'instant, notamment parce qu'en fait, les personnes les plus vulnérables au changement climatique sont souvent celles qui ont le moins de moyens pour migrer ou s'adapter. Et donc, c'est aussi parfois difficile d'identifier une composante climatique dans ces conditions-là, ce qui fait que la quantification ou la prévision des flux migratoires est un peu compliquée. Donc, ce que j'ai essayé d'expliquer pour l'instant, c'était que les mobilités climatiques, elles sont multiples et elles sont très contextuelles. Et donc, j'aimerais vous donner 3 exemples pour illustrer en quoi ces mobilités peuvent varier malgré des enjeux similaires. Donc, dans les 3 cas que je vais vous présenter, on a une montée du niveau de la mer très rapide et une érosion des côtes qui est assez intense. Mais on a 3 formes de mobilité climatique et donc 3 formes d'adaptation. En premier lieu, les îles Kiribati. Donc, la nation de Kiribati, dont vous avez peut-être entendu parler, est composée d'une trentaine d'atolls dont le niveau moyen est de 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, il est impossible pour les habitants de se réfugier dans les hauteurs au fur et à mesure de la perte de territoire. Et donc, ils font face à une énorme surpopulation de leur île capitale, comme je l'ai expliqué juste avant, à cause de la migration des atolls vers cette île capitale. Et donc, ça a des conséquences sanitaires, économiques et sociales qui sont assez importantes. Et donc, l'État encourage ses habitants à migrer de manière temporaire vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande afin de pouvoir travailler, souvent dans des fermes, malheureusement, pour pouvoir renvoyer ensuite de l'argent aux familles restées à Kiribati et pouvoir les aider à s'adapter sur place. L'ancien président avait parlé d'une politique de migration dans la dignité. Donc, il avait acheté une parcelle de terre sur les îles Fidji avec l'idée potentielle de relocaliser une partie de la population, mais ça a été abandonné par le nouveau président et son administration, qui, lui, plutôt encourage à participer à des programmes de migration économique avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Essentiellement, ça fait de la main-d'œuvre pas chère pour ces pays-là, puis ça fait des accords économiques et politiques entre les nations. Et donc, on a une migration qui est beaucoup plus circulaire et donc temporaire, de type économique et qui vise à financer plutôt une adaptation sur place des personnes restées à Kiribati en augmentant leur capacité à répondre au changement climatique. Le deuxième cas, c'est les îles Carteret en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc ça, c'est 7 petits atolls qui, eux aussi, malheureusement, disparaissent et ils sont souvent appelés les premiers réfugiés climatiques. Eux, ils ont opté pour une relocalisation planifiée sur l'île voisine à Bougainville, qui est beaucoup plus grande. Et donc, l'Église catholique leur a donné des terres et ils sont en train de reconstruire leur village. Donc, c'est une relocalisation planifiée qui est en cours depuis plusieurs années et qui vise à recréer de bonnes conditions de vie et d'offrir des opportunités pour les habitants en diversifiant leurs ressources et en préservant leurs liens culturels et leurs traditions. Donc, par exemple, ils construisent des maisons, des écoles, des infrastructures qui vont bénéficier la communauté migrante, mais aussi la communauté hôte qui habitait déjà sur ces terres-là et qui vont leur permettre de
de prospérer une fois la relocalisation terminée. Et donc l'accent il est vraiment mis sur la recréation de la communauté et son intégration dans le processus de planification. Et donc là, on a une migration qui est permanente. Et enfin, la Louisiane, donc ça c'est mon sujet de thèse. Donc c'est un peu plus compliqué politiquement parce que c'est un plus grand nombre de personnes et une situation politique différente. Mais essentiellement, l'État a fait le pari de garder tout le monde en utilisant des infrastructures pour contrôler les changements climatiques et les inondations. Et donc, ils ont mis en place tout un système de digues, tout un système de murs, ils misent sur l'élévation des maisons, l'élévation des routes, tout ça pour contrôler l'eau et l'effet de l'érosion et essayer de protéger les populations. Donc, il y a une communauté autochtone qui est en relocalisation là-bas parce qu'elle a perdu 98% de son territoire. Mais ça, c'est financé par l'État fédéral. Mais sinon, à part ça, de manière majoritaire, on promeut l'immobilité grâce à un système d'infrastructure et d'ingénierie qui vise à maîtriser et contrôler les effets des changements climatiques. Et donc, on a 3 cas de figure qui, je pense, sont des exemples assez intéressants de mobilité climatique face à des enjeux similaires de hausse du niveau de la mer et d'érosion. Donc, on a de la mobilité temporaire à Kiribati, qui est d'ailleurs attribuée plus à de la migration économique. On a une mobilité permanente et planifiée sur les îles Carteret, et on a une forme d'immobilité avec quelques migrations individuelles en Louisiane. Donc, pour conclure, les mobilités climatiques, elles sont variées et elles dépendent de beaucoup de facteurs politiques, économiques et sociaux, mais aussi des capacités individuelles et collectives à s'adapter au changement climatique. Donc, voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour ta présentation, Sarah. C'était très intéressant. Maintenant, je vais laisser la parole à Sophia. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ok, merci. Voilà, donc je vais commencer. Merci beaucoup pour ta présentation, vraiment très intéressante, Sarah. Hâte d'en discuter par la suite. Donc voilà, je vais commencer. Voilà. Donc, comme vous le savez tous, les émissions de gaz à effet de serre ont provoqué un réchauffement climatique sans précédent depuis la fin du 19e siècle. Et tous les pays sont et seront affectés par les changements climatiques. Mais c'est vraiment les sociétés de subsistance, donc qui pratiquent l'agriculture, la pêche ou l'élevage, des pays les moins industrialisés qui en seront le plus affectés. Et aussi les personnes les plus pauvres et vulnérables. Donc, c'est évident que ces personnes donc, sont les plus touchées, également par la mobilité liée au changement climatique. Si justement le changement climatique affecte directement leur mode de vie ou leur sécurité alimentaire. Donc, si on veut comprendre le lien entre environnement et migration, il faut vraiment s'intéresser aux personnes les plus touchées par le changement climatique et les plus vulnérables. Ce qu'on sait aujourd'hui sur ce lien, c'est que la mobilité, c'est une des conséquences possibles des changements climatiques, mais la recherche et la migration climatique manquent d'études empiriques et il n'y a pas de consensus, comme le disait Sarah, sur la façon dont l'environnement influence la mobilité. Surtout, il n'y a pas de méthodologie qui fasse l'objet d'un consensus non plus pour compter, classer ou analyser ces migrations. Est-ce qu'on parle de déplacements soudains, ceux issus des dégradations plus lentes, comme les dégradations des sols? Est-ce qu'on parle des migrations circulaires, de courte durée ou internationales, de longue durée, etc. Il y a aussi un débat en cours depuis les années 80 pour savoir s'il va y avoir des quantités massives de, entre guillemets, réfugiés climatiques ou de migrants climatiques à l'échelle internationale dans le futur. Donc tout ça pour dire en fait que les migrations climatiques sont vraiment difficiles à étudier. Et en tout cas, en Afrique de l'Ouest, où la diversification des revenus par la migration est bien établie dans la société, c'est vraiment difficile d'analyser ce lien entre environnement et migration. Donc, si on prend le cas de l'Afrique de l'Ouest, donc la population elle est estimée à peu près 340 millions de personnes, donc réparties dans plus de 10 pays. Vous pouvez voir les pays de l'Afrique de l'Ouest à l'écran. Donc, il y a des niveaux de pauvreté élevés, parfois des troubles politiques. Et on retrouve, pour donner un exemple, donc le Sénégal, le Côte d'Ivoire, le Ghana, vous pouvez voir à l'écran. Donc, dans cette région, les ressources naturelles sont à la base des moyens de subsistance de la sécurité alimentaire des populations. C'est une région pour laquelle elle est particulièrement affectée par les changements climatiques. On retrouve une grande variété d'impacts climatiques, donc par exemple désertification, sécheresse, inondations, érosion côtière, élévation du niveau de la mer, etc. Et parfois plusieurs impacts en même temps pour une même communauté.
Donc, ça entraîne des détériorations de la qualité des terres et une diminution du rendement des cultures. Donc, ces phénomènes climatiques ont et auront un impact sur la productivité agricole et les populations touchées, parfois donc, décident de migrer comme une stratégie d'adaptation face à ces impacts climatiques. Mais elles ne font pas toujours ce choix. Certaines ne peuvent pas migrer et donc, en tout cas, la majorité des personnes migrent sur de courtes distances. Donc, je vais vraiment commencer par vous donner voilà, un portrait en fait des changements climatiques en Afrique de l'Ouest pour avoir une meilleure idée de ce dont on parle. Donc l'Afrique de l'Est, c'est une des régions qui est le plus touchée au monde par les changements climatiques selon le GIEC, principalement à cause donc, de la grande variabilité des températures et des précipitations, aussi l'augmentation des températures et des événements météorologiques extrêmes comme les inondations et les sécheresses. Pour vous donner une idée, les températures dans la région ont déjà augmenté de presque 1 degré et pourraient augmenter jusqu'à 6 degrés d'ici la fin du siècle. Donc, la région, en fait, elle est particulièrement sensible parce que son climat est régi par un système de mousson, donc ça s'appelle la mousson ouest africaine. Et ce système impacte vraiment très fortement l'agriculture qui est le pilier de l'économie de la région. C'est très important, par exemple, pour les nomades du Sahel, pour vous donner un exemple, au Mali, donc c'est des localités Djenné, Mopti et Tombouctou, il y a une grande zone inondable qui est le delta intérieur du fleuve Niger. Et il y a 1 million de personnes qui vivent sur ce territoire avec une organisation sociale très sophistiquée, qui est une organisation traditionnelle entre les pêcheurs, les éleveurs et les agriculteurs, qui vont exploiter à tour de rôle l'eau et la terre pour consommer, exporter les ressources du delta. Donc ces populations elles dépendent des pluies qui dépendent de la mousson. Et une perturbation de ce système, c'est vraiment dramatique pour ces populations qui vivent avec les écosystèmes et ces ressources. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes qui sont mises en avant par les scientifiques qui étudient les perturbations climatiques dans la région et ça rend les prédictions très difficiles justement dans la région. C'est pour ça que les prédictions concernant les réfugiés climatiques sont également difficiles à établir. Pour revenir sur l'impact des changements climatiques sur les sociétés de subsistance, si justement l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ont été identifiés comme des hotspots climatiques, c'est-à-dire donc c'est des régions d'Afrique subsaharienne qui seront sévèrement touchées par les changements climatiques, tout en connaissant des taux de pauvreté élevés. Donc, ce n'est pas seulement les changements climatiques qui affectent les sociétés locales, mais c'est aussi les facteurs socio-économiques. C'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, 60% de la population locale pratique la subsistance, donc pêche, agriculture ou élevage, donc ont une grande dépendance aux écosystèmes à des écosystèmes qui sont soumis à des pressions croissantes. Et par société de subsistance, ce que je veux dire, c'est des populations à travers le monde qui dépendent directement des ressources pour leur sécurité alimentaire. Et ces personnes, elles ont souvent peu de capacité d'adaptation au changement, surtout parce que, par exemple, elles ont peu d'excédent commercial avec la récolte. Et surtout, elles n'ont souvent pas d'accès aux technologies ou aux infrastructures, comme l'irrigation, par exemple, qui peuvent être utilisées pour modérer les impacts négatifs des changements climatiques, comme c'est par exemple le cas dans les sociétés occidentales. Pour avoir une idée avec quelques chiffres, donc l'agriculture, elle représente 35% du PIB régional, ce qui est énorme. Et l'agriculture, elle est majoritairement pluviale, donc non irriguée. Donc ça veut dire que ça dépend du système des pluies directement. Donc les changements climatiques influencent la qualité des récoltes. Ça entraîne une forte augmentation de l'insécurité alimentaire chez les petits exploitants. Mais vraiment, ce n'est pas les changements climatiques qui agissent seuls. Si la région est particulièrement vulnérable aux changements climatiques, c'est à cause également d'autres facteurs comme la pauvreté, le manque d'opportunités à l'emploi, le manque d'infrastructures, d'aide sociale, de structures de santé, etc. Donc, si on veut revenir maintenant dans le vif du sujet, quel est le lien entre environnement et changement climatique? Donc, je vais vous présenter globalement un portrait des mobilités des migrations en Afrique de l'Ouest. Donc, l'Afrique de l'Ouest, c'est une région qui est stratégiquement située. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs pôles de stabilité politique et économique, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Et elle représente aussi une zone attractive pour le reste du continent, parce que c'est une porte d'entrée vers le Maghreb, vers l'Europe, etc. Et c'est la première région à recevoir des migrations en Afrique. Ces migrations, elles sont principalement internes et vers les pays voisins. Ça, c'est vraiment important, c'est que 90% des mouvements migratoires sont intra-régionaux
Et il y a 10 fois plus de mouvements migratoires au sein de l'Afrique de l'Ouest que vers les pays occidentaux. Mais malgré ça, malgré ces chiffres et ces réalités, les mobilités régionales, elles ont reçu vraiment presque aucune attention par rapport aux migrations vers l'Europe. Et bien sûr, les études se concentrent sur les mouvements et les migrations vers l'Europe. Donc les discours sont vraiment loin des réalités, surtout avec la montée de la xénophobie, des sentiments anti-immigration dans les pays européens, qui vont alimenter des discours alarmistes qui prédisent des vagues de millions de réfugiés dans le futur, alors que pour l'instant, on ne peut absolument pas parler d'immigration massive. Par contre, ce que les recherches montrent, c'est que ces mouvements migratoires sont entre continuité et rupture. Donc, ce que je veux dire par là, c'est continuité parce que les mouvements, les mobilités contemporaines, elles s'inscrivent dans une grande tradition qui provient des spécificités économiques et culturelles locales, comme par exemple la mobilité pour diversifier les sources de revenus. Donc la migration, ce que ça veut dire, c'est qu'elle est historiquement et culturellement ancrée dans la région. C'est un phénomène qui n'est absolument pas nouveau, absolument pas massif. Mais on parle quand même de rupture parce qu'il y a un changement de dynamique ces dernières années, bien sûr à cause de la mondialisation qui favorise les inégalités économiques. Il y a aussi pour cause donc, les politiques migratoires européennes qui sont de plus en plus strictes. Le résultat de ça, c'est que les destinations vont se multiplier, la durée des parcours migratoires s'allonge et bien sûr, selon la littérature, l'intensification des changements climatiques, c'est également une raison pour lesquelles ces dynamiques migratoires changent. Est-ce qu'on peut parler d'une migration climatique à proprement parler en Afrique de l'Ouest? Donc le climat peut déclencher la mobilité par soit l'augmentation par des événements climatiques extrêmes. Bien sûr, là, les gens vont se déplacer de manière brusquement dans ces situations, mais aussi, bien sûr, à cause de dégradations plus lentes, comme l'érosion côtière, la dégradation des sols, les mauvaises récoltes, etc. Donc là, ça peut constituer une menace pour la productivité agricole, augmenter l'insécurité alimentaire, et ce qui peut venir en fait influencer la décision de migrer. Mais surtout, ce qui manque en fait dans la majorité des discours occidentaux, enfin la majorité des discours alarmistes sur le sujet, c'est de parler de la migration comme une mesure d'adaptation au changement climatique. Pourquoi d'adaptation? Parce que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les réalités ouest africaines ne correspondent pas à l'image des migrations qu'on s'en fait, surtout en Europe, parce que le lien entre environnement et mobilité n'est absolument pas exclusivement contemporain. En Afrique de l'Ouest, la mobilité, ça a toujours été un moyen de sécuriser les moyens de subsistance et surtout, ça a toujours été lié aux conditions climatiques. Par exemple, la migration saisonnière et circulaire pendant la saison sèche, exemple pour les sociétés nomades, mais aussi pour les populations non nomades qui ont toujours pratiqué une migration en fonction des saisons. Pour donner un exemple, il y a les très célèbres Navétanes au Sénégal. C'est les personnes qui migraient vers le bassin arachidier du Sénégal pendant la saison humide pour un complément de revenus avec des migrations de type circulaire. Donc, pour conclure un petit peu cette partie, la région ouest africaine, elle connaît une forte variabilité climatique, alors que la majorité de la population dépend de l'agriculture pluviale, de la pêche ou de l'élevage pour sa subsistance. Et c'est cette forte variabilité qui va être combinée à d'autres facteurs socio-économiques que j'ai mentionnés. Ça va être le moteur d'une dynamique migratoire importante, à la fois traditionnelle et à la fois intensifiée ces dernières années. Et également, la mobilité, c'est un élément central de l'adaptation au changement climatique et des moyens de subsistance. Donc, pour finir, les variations de la pluviométrie, surtout le manque de pluie, l'augmentation des températures, ça va augmenter, et l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes vont perturber le mode de vie des populations ouest-africaines, entraîner des déplacements de population. Mais la mobilité, elle est ancrée dans des structures culturelles et coutumières en Afrique de l'Ouest. Et également, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest sont des zones qui seront très fortement impactées par les changements climatiques. C'est pourquoi ça qu'ils sont nommés des hotspots. Mais vraiment, le point le plus important à retenir, c'est que le facteur environnemental ne suffit pas pour expliquer les migrations dans un contexte de dégradation environnementale ou de changement climatique. Et il faut vraiment ouvrir l'analyse à d'autres facteurs, comme des facteurs sociaux, culturels, économiques, démographiques, des facteurs politiques, etc. Parce que la décision de migrer, en fait, elle se prend dans un contexte précis. Il faut vraiment repolitiser les dégradations environnementales et climatiques pour mieux comprendre les mobilités climatiques.
c'est vrai que la majorité de la littérature est alarmiste, comme l'a mentionné Sarah, en raison de... il y a eu vraiment beaucoup de rapports méthodologiquement, avec des problèmes de méthodologie qui prédisaient des centaines de millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Et ce que ça donne, donc, c'est une perception négative de la migration qui va être souvent présentée comme un échec de l'adaptation au changement climatique. Mais ce que ça a tendance à faire, c'est rendre la migration et la mobilité c'est la rendre anormale en la plaçant au centre un peu d'un problème social. Et ça prend pas en compte, cette vision ne prend pas en compte le fait que la migration et la mobilité peuvent être des stratégies de subsistance pour faire face au changement climatique et surtout ne sont pas forcément un problème dans la société ouest-africaine. Par exemple, pour certaines sociétés, c'est le déplacement qui est la norme et l'immobilité un problème. Si je prends l'exemple que j'étudie, les pêcheurs de Saint-Louis au Sénégal, ils ont toujours migré pour accompagner les poissons, ce qui paraît logique en fonction des changements des écosystèmes marins. Et la mobilité, elle fait partie intégrante de leur culture et de leur mode de vie. Par contre, la migration, elle devient problématique si elle oblige ces personnes à rompre avec leur mode de vie, à migrer de façon, par exemple, permanente à cause de la dégradation des stocks de poissons, comme c'est le cas à Saint-Louis, à cause de l'érosion côtière, ou alors, dans d'autres cas, quand c'est brutal, à cause des catastrophes naturelles soudaines. Donc voilà pour ma présentation, j'ai terminé. Et merci beaucoup, Sophia. Et donc, pour finir, on va laisser la parole à Christina. Tout d'abord, merci beaucoup au Sierra Club et plus particulièrement à Sophia et Maëlle pour cet événement et aussi pour m'avoir invitée. J'ai un peu plus de 10 minutes avec vous et je vais surtout vous parler des instruments juridiques et politiques qui peuvent s'appliquer aux mobilités humaines dans le contexte de catastrophes, de dégradation de l'environnement et des changements climatiques. Donc, je vais commencer par faire un rappel très rapide des informations qui font écho aux présentations de Sarah et Sophia. Et ensuite, je vous parlerai de l'évolution du droit et des politiques internationales en rapport avec ces mobilités depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui et des solutions possibles. Du coup, les déplacements et les migrations dans le cadre des catastrophes et du changement climatique existent déjà. Et en 2020, environ 30,7 millions de personnes dans le monde ont été déplacées dans le contexte de catastrophes. Mais beaucoup plus se déplacent pour éviter les effets des catastrophes et du changement climatique. Mais comme mentionné par mes collègues précédemment, ça reste assez difficile de justement comptabiliser le nombre de personnes affectées et en mouvement. Donc juste un rappel rapide de ce qui a déjà été dit. À l'échelle mondiale, la plupart des mobilités humaines dans le contexte de catastrophes et du changement climatique sont internes, ce qui signifie que les personnes qui se déplacent restent dans leur pays. Ensuite, il peut y avoir des variations assez importantes en termes de forme et de durée des mouvements, des migrations et des déplacements. Donc un déplacement ou une migration peut être courte, peut être de longue durée, répétitive, circulaire. Ensuite, à cause de cette diversité, justement, il est assez difficile aussi de faire une distinction entre un mouvement qui est volontaire et un mouvement qui est forcé, et ce qui pose énormément de problèmes dans le domaine juridique. Et le dernier rappel que je voulais faire, c'était le fait que la mobilité humaine est avant tout un phénomène multicausal et qu'elle est généralement le résultat d'une combinaison de facteurs politiques, démographiques, économiques et sociaux, et aussi environnementaux. Du coup, à quoi peuvent servir les cadres juridiques et politiques dans ce contexte? Donc, principalement à 4 choses. La première chose, c'est aider les populations à rester en sécurité chez elles. La deuxième chose, c'est de faciliter une migration sûre et digne. La troisième chose, c'est de protéger les personnes déplacées à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. Et la quatrième, c'est de favoriser des solutions à long terme pour les personnes concernées. Et donc maintenant, je vais vous parler des outils qu'on a. Et je vais me concentrer sur certains domaines juridiques assez spécifiques, comme les mesures autour du changement climatique, de la réduction des risques de catastrophes ou des migrations. Mais ce ne sont clairement pas les seuls domaines pertinents pour faire face aux migrations et aux déplacements dans ces contextes. Notamment les droits de l'homme ou les droits de propriété ou les droits de l'urbanisme sont aussi des domaines du droit qui sont très pertinents, mais dont je ne parlerai pas
parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, je vais commencer par vous parler non, je vais d'abord commencer par vous dire très directement quelque chose que Sophia a dit en introduction, c'est qu'il n'existe pas de cadre global unique en droit international pour garantir la sécurité et la dignité des personnes qui se déplacent et qui migrent dans le cadre des catastrophes et du changement climatique. Et c'est ce qu'on appelle parfois un déficit de protection du droit international. Néanmoins, même s'il n'y a pas de cadre exclusivement dédié à ça, il y a d'autres cadres qui sont pertinents ici parce qu'ils font mention à ces mouvements bien spécifiques. Et je vais commencer par vous parler des accords de Cancun, parce que ce sont les premiers accords qui ont fait une mention directe à l'existence de ce type de mouvement. Donc là, vous avez le paragraphe 14F, qui est celui qui introduit et décline la mobilité humaine sous 3 aspects, donc en tant que déplacement, en tant que migration et en tant que réinstallation planifiée. Alors un déplacement, c'est un mouvement essentiellement forcé. C'est une situation dans laquelle des personnes sont contraintes de quitter leur foyer à la suite d'une catastrophe ou afin d'éviter l'impact d'un danger naturel immédiat et prévisible. Une migration, ça renvoie principalement à un mouvement volontaire dans lequel les personnes possèdent la capacité de choisir entre différentes options réalistes sans nécessairement avoir la capacité de décider en toute liberté. Et la réinstallation planifiée, c'est un processus qui est donc planifié dans lequel des personnes quittent ou sont aidées à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence et sont installées dans un nouveau lieu bénéficiant des conditions nécessaires pour reconstruire leur vie. Donc, c'est vraiment une solution sur le long terme. La distinction n'est pas évidente, encore une fois, parce qu'ici, le domaine juridique insiste beaucoup à ce qu'on fasse la distinction entre mouvement volontaire et mouvement forcé. Et dans les faits, dans la réalité, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre, en fait, parce que, encore une fois, la distinction n'est pas claire et c'est plutôt un spectre, en général, qui va du mouvement volontaire à celui qui est forcé. Mais il y a un dernier terme dont j'aimerais parler ici, qui a été mentionné aussi par mes collègues avant, c'est celui de réfugié climatique, qui juridiquement est assez problématique. On l'entend assez souvent dans les médias, comme l'a rappelé Sarah. Et en fait, la raison pour laquelle elle est problématique juridiquement, c'est principalement parce que deux des conditions qui existent pour être qualifié de réfugié ne s'appliquent pas dans ces cas-là. Donc, premièrement, c'est que la plupart des mouvements sont internes et pour être réfugié, il faut d'abord qu'il y ait des frontières qui soient traversées. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut prouver une persécution de l'État. Et ce qui est encore assez contesté en ce qui concerne les changements climatiques et les catastrophes. Même si dans la littérature, il y a de plus en plus de discussions qui essayent de montrer qu'une inaction par rapport au changement climatique pourrait peut-être un jour être assimilée à une persécution étatique. Pas mal de personnes discutent aussi la possibilité de simplement réouvrir la Convention de Genève justement sur les réfugiés pour inclure les personnes déplacées et migrantes dans ces contextes-là. C'est assez contesté comme solution aussi parce que, considérant le contexte politique actuel, si on réouvrait une telle convention, clairement, ce seraient les standards qui en pâtiraient le plus et il y a très peu de chances que les migrations et les déplacements dans ces contextes soient inclus là-dedans. Mais même si le terme de réfugié climatique est problématique juridiquement, ça ne veut pas dire que les normes en rapport avec le droit des réfugiés ne sont pas applicables dans ces cas-là. Et notamment, comme on avait mentionné que les déplacements et les migrations sont multicausales, il y a pas mal de situations où justement il y a à la fois un facteur de conflit et à la fois un facteur environnemental qui se rencontrent. Et dans ces cas-là, du coup, il y a des recherches qui ont montré que les personnes dans ces situations-là ont pu bénéficier justement du droit d'asile, notamment en Afrique. Ensuite, il y a aussi des cadres régionaux un peu plus spécifiques sur le droit des réfugiés, notamment la Convention de Kampala, qui est une convention du coup spécifique au continent africain, et qui a une définition du réfugié qui est beaucoup plus large que la définition internationale et qui comprend au lieu d'une persécution à l'ordre public, elle inclut aussi un trouble à l'ordre public,
une persécution de l'État, elle inclut aussi un trouble à l'ordre public. Et du coup, ça peut être lu et interprété de manière assez différente et d'une manière qui puisse aussi inclure justement les catastrophes et les changements climatiques. Voilà, du coup, ça c'était pour tout ce qui était terminologie qui sont nés à partir des accords de Cancun. Mais du coup, depuis 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a principalement 3 cadres et outils majeurs qu'on a pu voir émerger en 2015. Donc en fait, suite à l'appel, à l'action pour lutter contre les déplacements liés au changement climatique en 2010, la Norvège et la Suisse ont décidé d'unir leurs forces en 2011 pour répondre à ces besoins par une approche plus cohérente pour protéger les personnes déplacées, au-delà des frontières. Et de là, ils ont créé une initiative qui s'appelle l'Initiative de Nansen. Et en fait, le but de cette initiative, c'était de créer un agenda de protection pour les personnes déplacées au-delà des frontières. Et c'est ce qu'ils ont fait en 2015. Ils ont créé et publié un agenda qui est en fait une espèce de boîte à outils avec un ensemble de lois, de politiques, de programmes à différentes échelles, donc internationales, régionales et sous-régionales, afin du coup, de contribuer à ce qu'on évite les déplacements. Et cet agenda a été adopté en 2015 par 109 États. Ensuite, la même année, il y a 2 autres cadres très importants qui ont été adoptés. Tout d'abord, les accords de Paris. Et dans le contexte du coup, de la 21e session à Paris de la conférence des parties, a été mis en place une équipe spéciale sur les déplacements dans le contexte de catastrophes et de changement climatique pour élaborer des recommandations d'approche justement un peu plus intégrées pour éviter, réduire au minimum et traiter les déplacements liés aux effets néfastes du changement climatique. Et troisièmement, un autre cadre qui est d'importance ici, c'est le cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophes entre 2015 et 2030, et qui du coup essaye aussi de traiter des impacts et de renforcer la résilience des populations affectées. Ensuite, du coup, depuis 2015, il y a eu énormément d'évolutions aussi jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a eu la création de la plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes qui est la suite en fait de l'initiative de Nansen. Donc, leur rôle, c'est vraiment de mettre en œuvre cet agenda qui a été adopté donc, par 109 États. Ensuite, en 2018, les gouvernements du monde entier se sont engagés à développer des voies de migration régulières pour les personnes contraintes à migrer et à se déplacer dans les contextes de catastrophes et de changement climatique, en adoptant le Pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières. Et du coup, la même année a aussi été adopté le Pacte mondial sur les réfugiés, mais qui ne fait pas de mention aussi explicite au mouvement dans le contexte climatique et de catastrophe. Ensuite, rapidement, du coup, en 2019, il y a aussi eu le guide des paroles aux actes, déplacements liés aux catastrophes. Donc, c'est un guide qui est censé soutenir la mise en œuvre du cadre de Sendai que j'ai mentionné avant, et principalement en fournissant des conseils au gouvernement sur l'intégration de la mobilité humaine dans les politiques et dans les stratégies de réduction de risques de catastrophes. Ensuite, en 2019, donc la même année, le secrétaire général de l'ONU a créé un groupe de haut niveau sur les déplacements internes, qui est axé entre autres du coup, sur les solutions durables pour les personnes déplacées et migrantes dans le cadre des catastrophes et des effets néfastes du changement climatique. Et pour finir, l'année dernière, le bureau de l'ONU du coup, pour les réfugiés a publié des considérations juridiques concernant les demandes de protection internationale présentées dans le cadre des effets néfastes du changement climatique et des catastrophes. Et justement, du coup, c'est dans ces considérations qu'ils développent vraiment les options en fait, de mise en œuvre du droit des réfugiés pour protéger les personnes déplacées dans ce contexte qui est vraiment une révolution, je dirais une petite révolution juridique, en sachant que ça a été vraiment un outil qui a été contesté pendant des années dans son usage justement dans ce contexte-là. Mais oui, du coup, ces différents développements à l'échelle internationale offrent du coup des possibilités de poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre de lois et de politiques qui protègent et soutiennent les personnes qui se déplacent dans le cadre de catastrophes et du changement climatique.
Donc, on a vu qu'il y avait des cadres juridiques pour répondre à ces mouvements, mais il est nécessaire de les mettre en œuvre au niveau régional, national et local, parce que c'est à ce niveau-là qu'elles ont le plus d'impact. Et en général, du coup, juste pour recentrer ce sujet dans une vue d'ensemble un peu plus générale, une première action nécessaire vraiment pour protéger et limiter les mouvements forcés, c'est simplement d'accroître les mesures et l'action pour répondre au changement climatique. Voilà, merci, c'est tout pour ma présentation. Et merci beaucoup, Christina, et puis merci à vous trois d'ailleurs, c'était très enrichissant. Donc maintenant, on va passer aux questions. J'ai d'abord une ou deux questions à vous poser à chacune, et ensuite, on passera aux questions de l'audience s'il y en a. Donc, Sarah, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur pourquoi c'est important de considérer les destinations et d'inclure les populations quand on parle de mobilité ou de relocalisation? Oui, alors il y a dans le cas surtout des relocalisations planifiées, ne pas prendre en compte la communauté haute peut vraiment avoir un impact sur en fait, le succès ou l'échec tout simplement du projet de relocalisation. Donc par exemple pour les îles Carteret, c'était un gros enjeu parce qu'ils avaient déjà essayé de relocaliser et il y a très peu de territoires en fait qui sont inhabités finalement et donc ils ont essayé de relocaliser dans un endroit où il y avait déjà une population, un village, et ça s'est extrêmement mal passé, et ils ont dû tous rapatrier tout le monde. Et donc, dans leur deuxième tentative, ils ont vraiment mis l'accent sur justement essayer de trouver une entente avec la communauté haute pour assurer en fait que les relocalisations se font bien. Mais c'est aussi important d'inclure les populations, surtout dans les relocalisations qui sont faites par l'État, parce que ça peut devenir très vite un projet bureaucratique qui ne prend pas nécessairement en compte des identités ou des traditions culturelles importantes à préserver. C'est le cas en Louisiane aussi, de déplacements qui sont financés par l'État fédéral et le déplacement de communautés autochtones. Et donc, il y a des gros enjeux liés à la préservation de l'identité, à la préservation de la culture. Et donc, c'est vraiment important d'inclure les communautés, à la fois celles qui sont dans les destinations, mais aussi celles qui sont relocalisées pour toutes ces raisons-là. D'accord, ben merci beaucoup pour l'explication. Et puis justement, pour rebondir sur l'exemple de la Louisiane, tu fais référence aux populations coincées. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le concept? Ouais, alors les populations coincées, c'est apparu en 2011 dans la littérature pour la première fois, et ça fait référence dans sa première conceptualisation à des populations qui ne peuvent pas migrer ou ne peuvent pas se déplacer à cause d'un manque de moyens financiers. Donc c'était la théorie d'origine, et donc on attribuait vraiment l'immobilité à un manque de ressources financières. Et puis après, il y a d'autres théories qui ont évolué depuis dans cette dernière décennie, en fait, pour montrer qu'il y avait aussi d'autres facteurs, comme par exemple l'attachement à la terre, l'attachement à la communauté, l'attachement identitaire qui va vraiment rentrer en compte dans la prise de décision du déplacement. Et donc, peut-être que les populations ne seraient pas simplement coincées par leurs conditions matérielles, mais elles seraient aussi coincées par d'autres facteurs. Moi, dans ma thèse, par exemple, je regarde la manière dont l'État va coincer les populations. Donc, ça peut être aussi une forme d'immobilité, de population coincée. Mais à la base, on parle vraiment d'un manque de moyens matériels. Merci beaucoup. J'aime beaucoup l'idée d'obstacles invisibles qu'il faut prendre aussi en considération. Donc, merci, c'est très intéressant. Sophia, j'avais une question par rapport au cas spécifique de l'Afrique de l'Ouest. À ton avis, qu'est-ce que tu prônerais, toi, comme solution pour faire face au phénomène qui, comme tu l'as mentionné, il tend à s'intensifier, mais en même temps, c'est ancré dans la culture de la région. Donc, est-ce que tu aurais des solutions par rapport à ça? Merci, c'est vraiment une question très intéressante. J'ai pas de réponse concrète et précise parce que bien sûr, c'est un problème extrêmement complexe et les solutions sont très complexes aussi. C'est vrai que, en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il faudrait vraiment promouvoir la migration circulaire. Donc, j'en ai parlé dans ma présentation, le mouvement temporaire, répétitif des travailleuses et des travailleurs entre les zones d'origine et les zones d'accueil.
Ça permet vraiment aux personnes qui ont besoin de diversifier leurs sources de revenus de le faire sans pour autant couper totalement avec leur région d'origine, leur famille, leur foyer, donc éviter forcément des migrations forcées de long terme à l'international, etc., si les personnes ne le souhaitent pas. C'est vrai qu'avant le durcissement plutôt spectaculaire des politiques frontalières européennes depuis l'établissement de la zone Schengen, encore plus depuis les années 2000, c'est vrai que les migrations étaient beaucoup plus circulaires parce que les personnes en recherche d'emploi pouvaient plus facilement faire des allers-retours. C'est le même principe d'ailleurs entre les États-Unis et le Mexique avec la suppression des permis Bracero en 1964 qui permettait aux travailleurs mexicains d'aller sur le territoire, au-delà de la frontière, sur le territoire américain. Donc les Mexicains sont de plus en plus restés sur le sol états-unien parce qu'ils ne pouvaient plus en fait faire ces allers-retours. Ils ont été, on les appelle illégalisés, donc rendus illégaux par des lois de plus en plus restrictives. Donc, voilà, pour répondre à ta question, je prône ça parce que, comme je l'ai dit dans ma présentation, la région, elle est vraiment caractérisée par un niveau très élevé de migration intra-régionale. Donc, on l'a vu, elles sont coutumières, mais aussi liées aux inégalités, aux problèmes politiques, climatiques. Donc, il y en a aussi de plus en plus. Et c'est vrai que l'Afrique de l'Ouest, c'est devenu un espace politiquement unifié au sein de la CEDEAO. C'est la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Et cette communauté, elle a mis en place c'est la seule région, je pense, d'Afrique qui a mis en place un protocole de liberté de mouvement. C'est le protocole de 1979 sur la liberté de circulation des personnes, le droit de résistance et d'établissement. Et c'est vraiment un cadre juridique sur la liberté de mouvement dans la région qui prévoit à terme jusqu'à la suppression des visas d'entrée et du permis de résidence. Donc ça veut dire vraiment la région, elle souhaite l'intégration régionale, elle souhaite promouvoir cette liberté de mouvement. Ça donne aux travailleurs migrants, migrantes le même accès aux services que les nationaux, donc l'éducation, la formation, l'emploi, etc. Mais c'est vrai qu'en pratique, il y a beaucoup de difficultés à la mise en place. Il y a juste la suppression des visas d'entrée qui a été appliquée dans toute la région. Donc, ce que ça fait, c'est que ça légalise la présence des migrants sur une période d'accueil de 90 jours. Mais en pratique, il y a plein de difficultés aux frontières, aux douanes, sur le droit des personnes migrantes, réfugiées. Voilà, donc le protocole n'est pas forcément bien appliqué dans les faits, mais comme solution, vraiment travailler dans ce sens pour mieux appliquer ce texte dans les faits, ça pourrait être une réelle solution pour les personnes en situation de mobilité environnementale et climatique et justement faciliter la migration comme une mesure d'adaptation. Mais bien sûr, ce n'est pas suffisant. Il faudrait aussi mettre en place des mesures d'aide à l'adaptation locale pour les personnes qui ne souhaitent pas migrer ou les personnes qui sont contraintes de se déplacer de façon plus soudaine. Ça pourrait mieux se passer en arrêtant le cloisonnement entre les études en sciences sociales des migrations et celles en sciences environnementales pour pouvoir trouver des solutions qui seraient plus adaptées localement. Parce que c'est vrai que les solutions mises en place temporairement pour régler certains problèmes, elles peuvent provoquer des réactions en chaîne qui peuvent causer d'autres problèmes négatifs. Pour donner un exemple, à Saint-Louis, donc au nord-ouest du Sénégal, la ville, elle est bâtie donc sur une fine bande de terre entre le fleuve Sénégal et l'océan Atlantique. Et il y a un canal qui est appelé la Brèche, qui a été creusé en 2003 pour stopper les inondations qui étaient dans la ville de Saint-Louis. Alors, cette brèche, ça a fonctionné pour stopper les inondations, mais par contre, la brèche s'est creusée jusqu'à faire aujourd'hui plus de 7 km et ça participe à l'érosion côtière. Et en fait, l'océan Atlantique a submergé des villages entiers qui ont dû se déplacer justement à cause de ce choix politique de 2003. Donc, vraiment faire attention aux aides à l'adaptation qui sont mises en place. Puis pour finir, comme l'a mentionné Christina, il y a des cadres juridiques existants. Tu as mentionné la convention Kampala de l'Union africaine de 2009 qui peut vraiment être pertinente pour les déplacements internes. Et justement, elle prône de mettre en place des mécanismes de prévention qui s'appellent early warnings, donc pour planifier les relocalisations de façon plus éthique, comme tu as mentionné aussi, Sarah. Donc, c'est des pistes de réflexion pour la question. Merci pour la réponse complète. Je pense qu'on a des belles pistes de réflexion sur des solutions potentielles. Donc, merci beaucoup pour ça. Et j'aurais juste une autre petite question à te poser. Tu évoques dans ta présentation le fait que ce type de migration n'est pas nouveau. Mais comment tu peux expliquer le fait que ça n'apparaisse pas dans le droit international ou dans la littérature?
Est-ce que tu peux répéter juste ta question parce que j'ai pas bien entendu? Ah, excuse-moi. Donc, je disais, tu évoques beaucoup dans la présentation que ce type de migration, c'est ancien, c'est ancré dans la culture. Mais comment tu peux expliquer le fait que ça n'apparaisse pas dans le droit international ou dans la littérature? Ah d'accord, mais c'est la fin que j'avais pas entendu, merci. C'est vraiment une question intéressante. Bah, pour faire un petit rappel, ça a été mentionné tout au long des présentations. Le réfugié, c'est défini comme une personne qui a franchi une frontière par crainte fondée d'être persécutée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social ou ethnique ou ses opinions politiques, selon la Convention de réfugiés de 1951. Mais ça inclut pas du tout les personnes déplacées à cause des catastrophes naturelles ou des facteurs environnementaux. Et c'est vrai qu'on a redécouvert l'environnement comme facteur de migration. Et c'est surtout dû à la... Il y a plusieurs raisons, mais ça peut être dû aussi à la médiatisation des impacts des changements climatiques, donc avec toute la mise en place du droit international depuis la création du GIEC, etc. Mais aussi avec l'ouragan Katrina aux États-Unis, qui a vraiment mis sur le devant de la scène la question des déplacements liés au climat. Et pourquoi cet événement particulier? Parce qu'en fait, cette catastrophe, c'est arrivé dans un riche pays occidental, aux États-Unis, quoi, le pays le plus riche du monde. Et ça a montré l'incapacité d'un pays riche à y faire face. Donc, ça a marqué les esprits sur l'impuissance des États face à l'ampleur des changements climatiques. Et aussi, comme d'habitude, quand une catastrophe malheureusement touche des zones occidentales, ça fait plus bouger les choses que quand c'est d'autres zones, ce qui est dramatique. Mais voilà, tout ça, ça pose un problème parce que dans le droit international, on avait catégorisé les personnes en migrants économiques ou réfugiés politiques, comme l'ont mentionné mes collègues, comme s'il n'y avait que ces deux causes de migration possibles, alors que c'est plus une palette de causes, c'est multicausal. Et en fait, on a établi tout le droit international des réfugiés autour de cette différenciation sans prendre en compte les conditions environnementales. Mais aujourd'hui, l'UNHCR, ça rentre de plus en plus dans le droit international. L'UNHCR, dans certains rapports, se met à parler de mixed migration, de migration mixte, et mentionne de plus en plus ces pluralités de migration. Merci beaucoup. Dans les commentaires, un participant a invoqué le fait que la Syrie aussi, c'était un cas de changement climatique. Donc peut-être qu'on pourra élaborer sur la question au moment des questions des audiences, si ça vous en dit. J'ai juste deux petites questions pour Christina avant. J'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'importance des cadres régionaux par rapport aux cadres internationaux? Oui, bien sûr. Oui, je pense que c'est vraiment censé, du coup, être les prochaines étapes, en fait, juridiques. Je pense, encore une fois, il y a beaucoup de gens ou beaucoup de parties prenantes de la société civile qui font beaucoup de plaidoyer pour avoir une convention internationale qui soit vraiment dédiée à ce sujet-là. Et je pense que c'est très utile aussi de mettre ces efforts là-dedans, mais en sachant que maintenant, on a déjà des cadres qui peuvent être utilisés et qui peuvent être utilisés aussi par les populations locales pour faire pression sur les États qui les ont signés, parce que du coup, ils sont censés être responsables et les mettre en œuvre. Je pense que du coup, le niveau régional, c'est vraiment, du coup, oui, la prochaine étape où on peut le mettre en œuvre. Après, plus généralement, aussi, le niveau régional, politiquement, c'est vraiment un endroit où les États, en discutant, arrivent à trouver des intérêts communs. Et aussi, comme Sophia et Sarah l'ont mentionné dans leur présentation, les migrations et les déplacements ont vraiment besoin d'être contextualisés pour comprendre vraiment ce que sont ces challenges en fait, qui vont avec. Et enfin, faire ça au niveau international, c'est clairement pas possible. D'où le niveau régional, ça permet aussi entre les États de voir justement les difficultés qu'ils rencontrent par rapport à ces situations-là, ouais, qu'ils ont en commun en fait, dans la région par opposition à un niveau international. Mais après, la chose qui est aussi intéressante, c'est que du coup, les instruments au niveau régionaux, alors oui, ils vont intégrer les normes internationales, mais il y aura aussi des instruments qui sont très particuliers à chaque région, et du coup, elles n'auront pas les mêmes outils pour répondre à ça. Et je pense que du coup, Sophia en a mentionné un très intéressant, c'est les accords sur la libre circulation en Afrique de l'Ouest notamment. Alors pour revenir là-dessus, du coup, il y a plusieurs accords de libre circulation en Afrique, mais c'est celui qui du coup a été le plus avancé, a été le mieux mis en œuvre. Mais par contre, du coup, il y en a un deuxième qui est celui de l'IGAD, de l'Afrique de l'Est. Et du coup, lui, il vient juste d'être élaboré l'année dernière ou il y a 2 ans.
Et en fait, c'est un des premiers accords qui mentionne directement les migrations et les déplacements dans le contexte de changement climatique et de catastrophes. Donc peut-être que ça permettra d'utiliser ces accords encore plus dans ce contexte-là. Merci beaucoup pour les précisions. Et puis, dernière petite question à te poser, c'est peut-être un petit peu ambitieux, mais est-ce que tu saurais nous dire quels sont les principaux obstacles qui, selon toi, bloquent l'implémentation de ces cadres de protection qui sont déjà existants? Alors, je pourrais te donner une très longue liste, mais honnêtement, encore une fois, c'est une question qui doit être contextualisée parce que c'est vraiment au niveau national et local. Du coup, de manière internationale, je ne peux pas vraiment répondre. Et en fait, il y a énormément de lacunes de connaissances dans ce milieu, que ce soit du coup par rapport aux migrations climatiques elles-mêmes ou aux outils juridiques. Et justement, le fait de mieux comprendre la mise en œuvre ou ce qui bloque la mise en œuvre, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas tant de visibilité que ça encore. Donc ouais, un champ de recherche à venir et peut-être que dans 2 ans ou 3 ans, si on refait un webinaire, on pourra en parler de manière un peu plus concrète. Oui, merci, j'espère qu'on aura plus de réponses. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous trois d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, on peut passer aux questions de l'audience. Donc, vous pouvez soit lever la main donc sur Zoom ou alors les écrire dans la boîte de dialogue et je les lirai pour vous. Donc, c'est quand vous voulez. Ah, je crois qu'on a déjà une question. Donc, vous pouvez désactiver votre micro. Activer votre micro, pardon. Yes, I brought up the case of Syria because it shows that what looks like a political problem is actually a climate change and environmental problem. Syria looks like a political problem, but it started with the farmers and a drought, and they couldn't make a living. So they flooded into the cities where it became politically unstable. But it started with farmers. And in Somalia, a failed state, also looks political. And it also started with fishing, where foreign fishermen came and wiped out the local fishermen who had no way of supporting themselves. And it turned into a political problem. So it's just to point out that there's a lot more environmental and climate change problems than appear to be. Thank you. Merci beaucoup pour l'intervention. C'est vrai que c'est des enjeux sous-jacents qui sont peut-être pas mis en priorité lorsqu'on analyse ces situations-là. Je ne sais pas si l'une d'entre vous avait envie de rebondir sur cette question. Je veux bien rapidement rebondir. Non, du coup, c'est vrai que c'est très intéressant et je pense qu'encore une fois, ça revient à cet argument les mobilités sont multicausales, donc c'est pas qu'un un seul facteur qui est derrière ça. Après, pour le cas de la Syrie, plus précisément, je me rappelle que du coup, dans les médias, ils en avaient beaucoup parlé justement du fait que finalement, en fait, c'était peut-être les changements climatiques et les changements environnementaux qui étaient des facteurs assez dominants derrière ces mouvements. Enfin derrière, pardon, cette crise politique. Je sais que du coup, il y a pas mal de recherches qui ont essayé de montrer qu'au contraire, c'était pas un facteur si dominant que ça et qu'il fallait justement faire attention à pas tomber du coup dans l'autre côté du spectre où on passe du complètement ignorer les facteurs à en fait être obnubilé par ces facteurs-là hein, et justement les responsabilités alors que au bout du compte, il y a toujours un facteur politique énorme parce que même enfin, les catastrophes, la réponse aux catastrophes, au changement climatique, ça reste quelque chose de politique fondamentalement. Voilà, c'est tout pour ma réponse. Merci, mais c'était très intéressant comme commentaire. Mais merci beaucoup. C'est vrai que ce sont des enjeux qui restent très politisés et je pense que, comme tu dis, que c'est important de ne pas l'oublier. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des participants. Non, oui. On ne dirait pas. Ah, donc, vous voyez dans les commentaires, Christina a partagé un article concernant ce qu'elle vient d'aborder. Et dans ce cas-ci, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je peux laisser à Sophia le mot de la fin. Merci encore pour votre présence et pour vous trois, pour vos trois présentations.
Merci vraiment d'avoir répondu présente à l'appel. C'était vraiment très, très intéressant pour moi de vous écouter. J'ai hâte d'en parler avec vous plus longuement. On pourra en parler des heures, mais malheureusement, ça touche à la fin. Voilà, je voulais vraiment remercier aussi tous les participants et les participantes qui sont venus. Le webinaire, il sera rediffusé sur notre chaîne YouTube du Sierra Club. Si vous tapez Sierra Club Québec dans YouTube, vous pouvez trouver en rediffusion tous nos webinaires. Aussi, si vous voulez en savoir plus sur le travail du Sierra Club Québec, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter, suivre nos projets. Par exemple, en ce moment, on essaye d'aider à protéger le Technoparc de Montréal, qui est en train d'être détruit par une construction approuvée par la ville. On travaille aussi sur la rivière Outaouais, qui est polluée par des déchets nucléaires. Voilà, donc n'oubliez pas de surveiller nos prochains événements sur nos réseaux sociaux. Et merci beaucoup, encore une fois, d'avoir répondu présent et présente. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.